Dans le cadre des programmes de financement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en ce qui concerne les bâtiments scolaires, les internats et les centres PMS, les règles qui déterminent le besoin en construction nouvelle ou extension et les normes physiques et financières sont fixées par l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 6 février 2014, modifié le 16 juin 2022. L'arrêté du gouvernement est divisé en deux grandes parties. Les normes physiques qui établissent les surfaces maximales brutes subventionnables pour un établissement et les normes financières qui établissent le coût au mètre carré autorisé pour les travaux. Cet exposé vous donne un aperçu des règles qui concernent les normes de surface, dénommées les normes physiques. Afin de bénéficier d'une intervention de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'établissement doit remplir certaines conditions d'accès. Pour que les travaux soient subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'établissement concerné par les travaux doit répondre aux critères d'un plan de rationalisation et de programmation. Et il faut qu'il n'y ait pas, dans une aire géographique déterminée, des bâtiments ou des infrastructures existants créés en tout ou en partie à charge de la communauté qui soient disponibles. Concernant ce dernier point, le PO devra remplir une déclaration écrite signalant qu'à sa connaissance, il n'y a pas de telles infrastructures disponibles. Le contrôle effectif de cette exigence est réalisé par l'administration. L'aire géographique à considérer varie en fonction du niveau d'enseignement. Pour le fondamental, le rayon est de 1 km, pour le secondaire, 2 km, pour le supérieur et les internats, 10 km et les centres PMS, 20 km. Dans le cas d'une infrastructure d'éducation physique, il est nécessaire de mentionner la possibilité d'accéder à une infrastructure propriété d'une autorité publique locale dans un rayon de 2 km. Pour déterminer si le contrôle des normes physiques doit être fait lorsqu'on intervient sur un bâtiment, il faut déterminer dans quelle catégorie de travaux on se trouve. Les catégories se rapportent à des travaux de construction ou rénovation effectués dans un bâtiment. La première catégorie regroupe les travaux de construction de bâtiments neufs ou de bâtiments assimilés à du neuf au sens de la PEB. Un bâtiment est assimilé à du neuf au sens de la PEB si les travaux nécessitent l'obtention d'un permis d'urbanisme. Il s'agit de la première condition. Cela veut dire que des travaux ne nécessitant pas de permis d'urbanisme ne rentrent pas dans cette catégorie. Ensuite, si l'intervention porte sur 75% de la surface de déperdition thermique du bâtiment, ainsi que sur le remplacement de toutes les installations techniques PEB, c'est-à-dire le chauffage, l'éclairage, la ventilation, la climatisation. Il existe une nuance supplémentaire en région wallonne par rapport à la région de Bruxelles. Une construction est assimilée à du neuf également si le volume protégé construit est supérieur à 800 mètres cubes ou si on double le volume protégé existant. C'est votre auteur de projet qui détermine la catégorie d'intervention PEB dans laquelle rentre votre projet. Dans le cas d'un bâtiment neuf ou assimilé à du neuf, un responsable PEB ou un conseiller PEB, selon la région où on se situe, devra être désigné. La deuxième catégorie de travaux prévus par l'arrêté concerne les travaux de modernisation, c'est-à-dire les cas de transformation complète de bâtiments existants sans que les travaux ne soient pour autant assimilés à du neuf d'un point de vue de la PEB. La troisième catégorie regroupe les travaux d'aménagement, c'est-à-dire les travaux dont le coût au mètre carré calculé sur base de la norme financière est inférieur ou égal à 60% du montant maximum de la catégorie travaux de modernisation. Le classement des travaux dans les catégories modernisation et aménagement se fait donc en calculant le coût au mètre carré. Si ce coût est supérieur à 60% du montant maximum de la norme financière correspondant à la catégorie modernisation, ceux-ci seront classés dans la catégorie modernisation. Et si le coût au mètre carré est inférieur, ils seront classés dans la catégorie aménagement.
Les travaux entrant dans la catégorie aménagement visent notamment l'adaptation des situations existantes à des besoins pédagogiques évolutifs sans augmenter le volume bâti, l'amélioration de la fonctionnalité et le rendement des installations et des équipements, ainsi que le confort et l'hygiène des locaux, la sécurité des occupants et des tiers en conformité avec les règlements en matière d'hygiène, de salubrité, de sécurité et de prévention contre l'incendie. La distinction entre les catégories modernisation et aménagement est prévue car les travaux d'aménagement ne sont pas soumis au contrôle de la norme physique reprenant le calcul des surfaces autorisées. Il n'y a donc pas de contrôle des normes physiques à faire dans le cas de travaux d'aménagement. En vue d'analyser les demandes de dérogation dans le cas de dépassement des normes financières ou physiques, une commission des experts a été mise en place. Elle est constituée de représentants des différents réseaux d'enseignement et de l'administration. Des décisions de jurisprudence sont également prises afin de clarifier certains points de l'arrêté. Une note de jurisprudence concerne la création de sanitaires. Dans ce cas, le contrôle des normes physiques n'est pas nécessaire. Le principe du contrôle des normes physiques est de vérifier, dans le cas où la Fédération Wallonie-Bruxelles subventionne une partie des travaux, que la surface de l'ensemble des bâtiments de l'implantation concernée, une fois les travaux réalisés, ne dépassera pas la surface maximale autorisée par l'arrêté. Ces surfaces s'expriment en surface brute. La surface brute est la somme des surfaces de plancher de chaque niveau, mur extérieur compris. On tiendra compte de tous les bâtiments de l'établissement présents sur le site, de tous les locaux, y compris les greniers et les caves susceptibles d'être aménagés en locaux occupables, c'est-à-dire avec un éclairage naturel et une hauteur sous plafond de 2 mètres. On tient compte également des bureaux administratifs, des couloirs sanitaires, etc. Les surfaces des cages d'escalier de secours, si elles sont extérieures, ne doivent pas être prises en compte, ainsi que les trémies de plus de 4 mètres carrés et les locaux techniques, par exemple les chaufferies ou cabines haute tension. Les surfaces à usage non scolaire, telles les conciergeries ou les parties de bâtiments utilisées par une congrégation, ne sont pas comptabilisées. Pour chaque bâtiment construit avant 1988, on applique à la surface obtenue un pourcentage de réduction des surfaces établi sur base de l'âge du bâtiment. L'âge du bâtiment correspond à son année de construction, même si des rénovations ont déjà eu lieu entre-temps. 3 tranches d'âge sont définies dans l'arrêté. Avant 1920, dans ce cas, on enlève 30% des surfaces existantes du bâtiment. Entre 1921 et 1958, on enlève 20% des surfaces. Entre 1959 et 1987, on enlève 10% des surfaces. Une fois ce calcul réalisé, on additionne les surfaces de tous les bâtiments de l'implantation et on le compare au maximum autorisé. Pour le contrôle des normes physiques, nous vous conseillons d'utiliser les tableaux Excel mis à votre disposition sur l'extranet du CEGEC. Ces tableaux permettent l'encodage des données et automatisent les calculs de surface autorisée, tels que prévus dans l'arrêté. Il est important de préciser que les surfaces définies par les normes physiques sont des surfaces maximales. Il ne faut donc pas se baser sur le calcul des surfaces autorisées sur base des normes pour déterminer les besoins en locaux, car ceci n'est pas la fonction de ce texte. Dans le réseau libre, les écoles fonctionnent habituellement avec des surfaces inférieures aux normes. Cependant, dans certains cas, les normes sont un peu justes et il est alors nécessaire d'être attentif à celles-ci dès le tout début du projet. Par exemple, dans le cas de petites écoles fondamentales, en dessous de 56 élèves, ou dans le cas des infrastructures sportives, donc les salles de psychomotricité, gymnastique ou sport. Le calcul de la surface maximale autorisée sur une implantation se base entre autres sur la population scolaire de l'établissement.
Pour cela, il faut se baser sur les chiffres officiels de population scolaire les plus récents, donc au dernier comptage. S'il s'agit d'un nouvel établissement, la population prise en compte sera celle envisagée par le PO au moment de la demande de subvention. Dans ce cas, ce chiffre devra recevoir l'aval de l'administration. Si le projet porte sur des locaux utilisés par plusieurs établissements ou plusieurs implantations, on peut tenir compte pour le calcul des populations des différents établissements. Dans le cas d'une école maternelle et primaire, le calcul des surfaces autorisées se base pratiquement exclusivement sur la population scolaire. Une surface de 24 mètres carrés par tranche de 12 périodes hebdomadaires de cours philosophiques peut être ajoutée au total obtenu. Pour le calcul des surfaces relatives aux locaux de psychomotricité et de gymnastique, le nombre de périodes hebdomadaires de cours sert de base de calcul à l'exclusion du nombre de périodes de natation. Si une école ne dispense pas 12 périodes hebdomadaires, une surface forfaitaire de 80 mètres carrés est ajoutée à la surface globale autorisée pour l'école, sans que le local ne doive spécifiquement être un local de gymnastique. Aussi bien pour le fondamental que pour les autres niveaux d'enseignement, les surfaces autorisées pour l'éducation physique comprennent également tous les locaux annexes, tels que les vestiaires, les rangements, douches, etc. Pour le secondaire, les surfaces maximales subventionnables sont obtenues en cumulant les surfaces de 3 enveloppes. La première enveloppe détermine la surface des locaux spéciaux, c'est-à-dire les locaux devant avoir des dimensions particulières, autres qu'une salle de classe habituelle, du fait de la fonction qu'ils abritent, par exemple les laboratoires ou les cours de pratique professionnelle. Ce calcul est fait sur base des périodes hebdomadaires des cours qui y seront organisés. La deuxième enveloppe est l'enveloppe consacrée aux surfaces de locaux d'éducation physique ou de sport. Le calcul se fait, comme pour le fondamental, sur base des périodes hebdomadaires de cours d'éducation physique. Si le nombre de périodes hebdomadaires organisées dans l'implantation est supérieur à 144 périodes, le projet devra obligatoirement recevoir l'aval de la commission des experts. La troisième enveloppe concerne tous les autres locaux de l'implantation, les salles de classe, mais aussi les réfectoires, bureaux administratifs, les couloirs et sanitaires, etc. Le calcul de la surface maximale autorisée de cette enveloppe est basé sur le nombre d'élèves. Dans l'enseignement spécialisé fondamental ou secondaire, toutes les surfaces calculées précédemment sont majorées de 50, 80 ou 100% selon le type ou la forme organisée. Cette diapositive reprend également le mode de calcul des surfaces subventionnables. Les surfaces maximales relatives aux internats sont calculées sur base du nombre de lits, soit 32 mètres carrés par lit. Le calcul relatif au PMS se base sur le nombre de membres du personnel, soit 55 mètres carrés par membre du personnel. Les surfaces maximales pour le supérieur se calculent en distinguant l'enseignement de type long ou court et la catégorie d'études. Pour une compréhension plus détaillée du mode de calcul des surfaces, il est nécessaire de retourner au texte de l'arrêté qui reprend certaines particularités qui n'ont pas été abordées ici. L'encodage des données au moyen des tableaux mis à disposition sur l'extranet permet d'obtenir le résultat du calcul de la surface maximale autorisée d'une implantation qui intègre toutes ces particularités. Il s'agit donc d'un bon outil de contrôle, mais également, dans une certaine mesure, de planification. En dehors de ces surfaces maximales qui concernent les bâtiments, les infrastructures extérieures doivent également respecter des normes. Par infrastructure extérieure, on entend les aires de jeu, les plaines de sport, les aires de parquage à ciel ouvert, les abris pour vélos, les accès à bord et plantations. Dans ce cas, les plafonds ne sont pas fixés sur base de coûts au mètre carré, contrairement aux catégories de travaux citées précédemment, mais sur base de montant maximum d'investissement. Dans le cas d'un projet global de construction ou de modernisation d'une implantation,
le montant des travaux aux infrastructures extérieures doit être inférieur à 10% du coût de l'enveloppe générale de travaux. Dans le cas de travaux isolés, le coût de l'enveloppe générale se fera en multipliant la surface de l'école par le coût au mètre carré de la norme financière. Dans l'enseignement fondamental, la surface subventionnable de cours de récréation est de 5 mètres carrés par élève, avec un minimum de 300 mètres carrés. Cela veut dire par exemple qu'une école de moins de 60 élèves peut malgré tout envisager de construire une cour de 300 mètres carrés. Dans l'enseignement secondaire et supérieur, la surface de cour est fixée à 2 mètres carrés par élève. La cour peut être plus grande, mais la Fédération Wallonie-Bruxelles n'interviendra dans le financement qu'à concurrence des surfaces reprises dans les normes. Concernant les surfaces maximales de préau, le calcul se base dans le fondamental sur une surface de 2 mètres carrés par élève et dans le secondaire et le supérieur de 1 mètre carré. Des abris à vélo ou vélomoteur peuvent être créés à concurrence de 1,2 mètre carré par élève venant à l'école à vélo ou en vélomoteur. Et une aire de parking peut être créée à concurrence de 24 mètres carrés par membre du personnel ayant une demi-charge. Les travaux relatifs aux infrastructures extérieures en général sont principalement limités sur base des montants repris dans la partie de l'arrêté relative aux normes financières. Nous vous remercions pour votre écoute. Si nécessaire, n'hésitez pas à revenir vers nous pour plus de précisions.